Xavier Rivoal. Je suis associé avec mon frère Lionel depuis 2014 où on a repris l'exploitation familiale donc après nos parents. D'un point de vue historique en fait, ce sont les parents qui ont créé le site en 1981. Ils ont construit 4 bâtiments d'élevage spécialisés en dinde. Donc on a 4 bâtiments de 1500 m², donc on a une surface de 6000 m². On a également 80 hectares de céréales, blé, maïs, orge, colza. On a également en 2006, on a investi dans une plateforme de compostage pour gérer en fait les fumiers de l'élevage de dinde. Et en 2011, on a investi également dans une chaudière à bois pour en fait se substituer au gaz. En 2023, on a réfléchi en fait on voulait faire un petit peu évoluer notre façon de travailler et avec le groupement Eureden, du coup, on s'est lancé dans la démarche pour réaliser un préau. On est vraiment spécialisé en dinde de par le matériel en fait, d'abreuvement et d'alimentation. On est sur des bâtiments statiques. Vraiment les 4 ont les mêmes dimensions et la ventilation est sur le même principe, donc statique, avec un lanterneau central. On est en dinde standard, donc on est sur une densité de 7,5 animaux par mètre carré. Désormais avec le préau, on vient diminuer cette densité-là. Jusqu'en 2023, tous les bâtiments étaient identiques, donc on est sur c'est des panneaux dits wallboard, mais c'est des panneaux amiantés. Donc quand on a fait le préau donc en 2023 sur le bâtiment, en fait, on a vraiment rénové l'ensemble de la coque. Et donc on est parti sur des panneaux sandwich isolés. On a gardé le même système de ventilation en statique. Avec le préau sur le côté, on vient déséquilibrer un petit peu. On aura des ajustements sans doute à faire. Après, pour l'instant, on vient de démarrer le premier lot dedans, donc on va s'adapter au fur et à mesure. Mais dans la construction, en fait, on a vraiment privilégié des grandes ouvertures pour ne pas venir freiner la ventilation et du coup le ressenti des animaux. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'être au contact en fait, des animaux. Chaque lot est vraiment différent et donc c'est du vivant, donc en fait il faut toujours s'adapter en fait. Il n'y a pas de journée type où ça sera toujours exactement la même chose. Alors forcément, il y a des tâches qui reviennent. Il faut toujours être vigilant, toujours regarder le comportement des animaux, puis en fonction du coup s'adapter, que ce soit par la ventilation, l'alimentation. C'est un échange du coup aussi avec les animaux et puis l'environnement. On produit de la viande, du coup il y a un but final, c'est l'alimentation de l'homme, ouais, c'est ça. Donc oui, c'est une fierté aussi de répondre à cet enjeu-là. Et en tout cas, nous on fait tout pour à la fois bien élever nos animaux dans des bonnes conditions d'élevage. On a à cœur aussi de préserver l'environnement. Quand je présentais l'exploitation, c'est aussi ce qui nous a motivés dans les choix, que ce soit pour la plateforme de compostage en fait, pour gérer en fait les fumes d'élevage, les effluents, et également la chaudière à bois où on était vraiment dans une démarche d'amélioration de l'impact de l'élevage sur l'environnement. La relation de l'éleveur avec les animaux, elle est quotidienne. Une des préoccupations, c'est de bien élever les animaux et donc forcément ça passe par l'observation des animaux. Voir leur comportement. Depuis 2 ans, en fait, on est nature éleveur. On est engagé dans la charte nature éleveur où donc on est en lumière naturelle. Déjà avant, on était déjà en lumière naturelle, mais tout ce qui est objet à picorer, perchoir, c'est des petites choses en fait, mais justement quand on regarde les animaux, on voit que c'est des nouvelles choses, c'est des nouvelles interactions en fait, et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur la réalisation d'un préau en fait pour aller encore plus loin. Et donc c'est vraiment dans un objectif d'améliorer les conditions d'élevage. Ça permet aussi d'améliorer notre confort de travail. Par contre, ce qui est important dans ces démarches-là, c'est quand même une démarche financière qui n'est pas anodine. Et donc derrière, il faut vraiment que les clients qui valorisent auprès des consommateurs, qui le valorisent auprès des consommateurs, et pour nous permettre, nous, d'avoir une plus-value du coup sur les frais qu'on a et le travail supplémentaire qu'on peut avoir. Les 2 objectifs, c'est vraiment d'améliorer les conditions d'élevage des animaux et de par ce fait-là, d'améliorer aussi nos conditions de travail. Parce que déjà d'une, quand on voit que les animaux sont dans les meilleures conditions, nous, c'est aussi plus agréable de venir travailler. C'est pas que la construction de préau, en fait, c'est le préau et le cahier des charges qui est associé.
où on va vraiment venir enrichir le milieu, permettre aux animaux d'exprimer leur comportement, d'exprimer d'autres comportements que ce qu'ils pouvaient avoir jusque-là. C'est vraiment ça qui nous plaît dans ces démarches-là, quoi. Et tout en ayant du coup une aussi bonne rentabilité, parce qu'on ne peut pas venir amputer sur notre rentabilité par rapport à ça. Et surtout qu'il y a une attente sociétale vers plus de bien-être animal. Donc c'est vraiment important de répondre à cela, quoi. C'est depuis 2017 en fait, que la coopérative Reden travaille sur ce sujet-là. Donc avec c'est Eric, un éleveur qui a réalisé le premier préau. C'était un peu un préau pilote pour observer en fait, l'impact sur les conditions d'élevage. Parce que c'était pas évident de se dire voilà, on fait une aire annexe, est-ce que les animaux vont y rentrer, est-ce qu'ils vont rentrer, revenir dans la salle principale pour venir s'alimenter, quel impact ça va avoir au niveau performance zootechnique. La coopérative a travaillé là-dessus dans une première phase. Ensuite, une fois qu'on a vu que ça fonctionnait bien sur les animaux, que ça va avoir vraiment un impact sur les conditions d'élevage, il fallait aussi trouver un client qui valorise ces démarches-là. Au départ, ça n'a pas été simple parce que forcément, tout le monde était intéressé, mais quand il s'agit de mettre la main au portefeuille, c'est un peu plus compliqué. Ça fait 2 ans que en fait, Plucon a pris contact avec Reden pour répondre à un appel de marché en fait, d'un supermarché aux Pays-Bas. Et c'est là en fait, que du coup, le groupement Reden a souhaité en fait, développer ce concept de préau. Et du coup, nous, on a tout de suite adhéré dans la démarche parce que ça fait partie de l'amélioration des conditions d'élevage. Et je pense que c'est un mode d'élevage qui a de l'avenir, en tout cas, on espère. En échangeant avec Eric, c'est sûr que lui, ça fait déjà depuis plusieurs années qu'il le fait. Et lui, ce qu'il disait, c'était vraiment en fait, le comportement en fait, des animaux. Enfin, c'est des nouveaux comportements en fait, qu'il n'observait pas forcément jusque-là, le fait de réduire la densité, d'enrichir le milieu. Les animaux en fait, agissent différemment. Sur la dinde, en fait, il y a des animaux dominants, d'autres dominés. Et c'est des choses qu'ils ne voyaient pas forcément en fait, jusque-là. Oui, je suis satisfait des conditions de travail. Nous, on est dans une démarche d'essayer de toujours l'améliorer, justement. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette construction de préau. Parce que c'est vrai qu'il y a sur certaines périodes, sur les bâtiments standards, en fait, il y a vraiment des fluctuations de marché qui font que nos animaux vont partir parfois avec du retard. Ça a vraiment des impacts, nous, sur notre travail au quotidien. Nous, on espère vraiment que justement, avec le préau, en fait, ça vienne lisser un peu ça et qu'il y ait moins d'impact en fait, des fluctuations de marché sur nos conditions de travail. Et également, c'est des marchés vraiment spécifiques, donc qui ne seront pas non plus forcément liés quand il y a des soucis sur le marché standard, qu'il n'y aura pas forcément sur ce débouché-là. Bonjour à tous. Alors je me présente, Eric Humphrey, je suis éleveur sur la commune de Locoal-Manon dans le Morbihan. Je suis éleveur de dinde. Je suis aussi producteur de fruits sur un verger de 2 hectares où je fais en vente directe principalement sur les marchés. Et j'ai une culture de vente sur 21 hectares. La genèse de ce film que vous venez de voir, j'en suis l'une des personnes qui, en 2013, avec mon épouse, ont eu une réflexion sur un nouveau modèle, parce qu'on était sur un bâtiment qui date de 1980, qui était en lumière artificielle, fermé, et avec une densité, comme disait Xavier dans le reportage, de 7,5 animaux au mètre carré. Ça commençait à faire beaucoup à partir d'un certain âge. Et par rapport aux résultats économiques, parce que je reviens à ce que disait mon collègue tout à l'heure en port, rien ne se fait sans l'économique, parce qu'on ne vivra pas si on ne vit pas de notre métier. Encore moins nos animaux, de toute façon. Le bien-être fait partie aussi, comme je dis toujours, moi je suis un passionné, donc c'est du 7 sur 7 avec des animaux, je suis à mon épouse sur l'exploitation.
Je ne compte pas mes heures parce que c'est ma vie. Donc, ma vie privée, ma vie professionnelle, elle est tout imbriguée. Et l'avantage par rapport en nous faisant de la volaille, c'est on fait des lots. Donc je fais 2 lots par an, ce qui permet d'avoir entre chaque lot un moment de répit, entre guillemets, de pouvoir aller voir nos enfants et autres. Sur l'accès au préau, ça a démarré en 2013. Et avec le groupement dont je suis aussi le président, on a fait une réflexion, c'est qu'est-ce que pourrait être acceptable demain pour les éleveurs, pour le consommateur. Et pour ça, on s'est rapproché d'une ONG qui s'appelle Wellfarm, vers 2017, pour savoir qu'est-ce que eux, en tant qu'ONG, était pour eux acceptable. Et on a travaillé sur un projet de préau que j'avais initié dès 2013 sur un premier permis que je n'ai pas fait par question financière. Et en fin de compte, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que ça n'aurait pas été le bon modèle. Et j'ai redéposé un permis en 2016 et on a construit le préau en 2017. Et on a fait de mon élevage, entre guillemets, pour le groupement, une ferme pilote et j'avais un collègue qui était dans le Nord Finistère, lui, il s'occupait de tout ce qui est partie accompagnement des animaux, bac à poudre, tout ce qu'on pouvait apporter comme un jouet ou autre pour les animaux. Et moi, je m'occupais de ce que la partie élevage avec préau. Donc ça n'a pas été simple au départ parce que avec les ONG et les éleveurs, on ne se connaissait pas déjà. Et donc ce que eux souhaitaient, peut-être que moi je le disais avec mes mots, c'est pas toujours facile quand je fais 1m85 de passer sous une trappe de poule pondeuse. Moi, pour les animaux, il faut des portes, hein, je suis désolé, moi je vais pas faire à 4 pattes à chaque fois pour aller de ma partie élevage à la partie préau. Donc on a trouvé des compromis. Et on a trouvé un système, je ne dis pas que ça c'est le système, parce que ça n'existe pas un modèle. Et le préau que vous avez vu tout à l'heure avec le témoignage de Xavier, il n'est pas là aujourd'hui parce que ces animaux sont arrivés il y a 7 semaines. Maintenant, ils ont accès au préau. Donc, il n'a pas du tout de recul. Lui, c'est son premier lot. Moi, c'est en cours, je suis à mon 14e lot. Ça fait 7 ans que je fais 2 lots par an. J'ai fait des essais sur toutes les souches de dinde, parce que je suis principalement éleveur que de dinde. Donc, on a fait des essais sur toutes les souches, que ce soit de la blanche, et maintenant, on a de la bronzée, mais ça, c'est pour répondre à un cahier des charges, et ça sera la fin de ma présentation. C'est que à partir de 2017, je recevais des animaux, on faisait l'élevage, et on échangeait avec Wellfarm. Et l'objectif, c'était de développer ce modèle-là. Pour développer ce modèle-là, il faut un client. Donc, pour avoir des clients, soit vous allez les voir, ou soit vous les faites venir. Et sur mon exploitation, j'ai accueilli toute la grande distribution, toute la restauration au foyer, tous les grands faiseurs de volailles en France, et tous, même leur service marketing pour certains, tous ont trouvé ça génial, magnifique. Certains m'ont même dit on se croirait à Beauval, parce que c'est comme une ménagerie. Par contre, ce serait bien, mais au prix du standard. Et là, ça a bloqué. Moi, j'ai dit c'est non négociable. On ne fera pas un préau supplémentaire au niveau du groupement s'il n'y a pas une rémunération uniquement déjà pour amortir le préau. On ne parlait pas encore de système de bien-être, hein. On parlait juste que de l'économique. Et cela a duré de 2018 à 2020, où en 2020, on a reçu un cahier des charges d'un client, pour un client français, mais le demandeur d'ordre est la grande distribution hollandaise qui s'appelle Albert Heijn. Et depuis 2 ans, on met en place chaque semaine 6000 dindes pour les consommateurs hollandais, avec un cahier des charges spécifique, donc souche lente, donc dinde bronzée, accès à un préau obligatoire. Et là, depuis 2 ans, nous avons lancé la construction d'une 30aine de préaux au niveau du groupement pour pouvoir répondre aux clients. Mais ça n'a pas été simple. Maintenant, ce que ça change pour moi et mon épouse, c'est que on fait un autre métier. Parce que les conditions sont totalement différentes. Avant, c'était fermé, c'était vicié. On sortait d'ammoniac. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ammoniac. Parce qu'ils ont un accès à l'air libre. Les premières sorties des animaux, on ne savait pas comment allaient réagir
les dindes, parce que donc ils sont ni dégriffés ni débéqués. La première sortie, je n'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis dit, ça se trouve, ils vont tous décider, parce que la surface du préau, c'est à peu près entre 30 et 40% de la surface totale du bâtiment. Je me suis dit, peut-être ils vont tous vouloir aller dans le préau. Et là, il n'y a pas la capacité pour qu'ils y aillent tous. Et en fin de compte, ils ne sont pas plus cons que nous. Je ne sais pas comment ils font, honnêtement, parce que je les observe régulièrement. J'ai mis des caméras, parce qu'ils n'ont pas du tout le même comportement quand on est avec eux, quand ils savent, quand ils ne voient pas qu'on les voit, en fin de compte. Ils n'ont vraiment pas du tout le même comportement. Mais je ne sais pas comment. Je sais qu'il y a... C'est compartimenté. Ils ont leur quartier. Parce que les dindes, c'est un peu... Ça fonctionne comme une meute de loups. Vous avez les dominants, les dominés. Ils ont leur quartier. Qui a décidé la frontière? J'en sais plus sûrement rien. Parce que je m'étais amusé à marquer avec des marqueurs les alphas. Et en fin de compte, arrivé à une certaine zone, ils étaient agressifs sur leur territoire. Je passais l'autre, alors qu'il n'y a rien qui sépare. Et bien là, c'est un autre alpha qui arrivait et qui prenait son... C'est assez rigolo à vivre, mais bon, aussi, ça peut être flippant, parce que quand vous en avez 4-5 qui ne vous lâchent pas, ils sont chez eux. Donc, soit vous les acceptez, ou vous vous faites accepter. Moi, ils m'ont fait sortir une fois de mon bâtiment, c'était un peu fort de café, je me suis dit, merde. J'avais envie de leur dire, mais les cocos, dans quelques semaines, c'est moi qui vais rigoler, parce que vous allez finir en nuggets. Mais je suis sorti, je suis re-rentré 5 minutes après. Il ne s'est plus rien passé. Ils avaient gagné, ils étaient chez eux. J'avais compris que de toute façon, ça ne servait à rien d'assister, ils n'auraient pas lâché l'affaire. Mais c'est ce que je ne vivais pas ça avant. Ce que je vous raconte, je ne le vivais pas avant. C'est comme le premier matin, je suis allé les voir, je me suis planqué dans le bois chez moi, parce qu'il faisait encore nuit. Et je voulais savoir, d'abord, quand je les ai vus, j'ai dit, ça y est, ils sont tous morts. Et non, ils dormaient. Et ouais. Et si on ne les observe pas, comment voulez-vous qu'on sache comment ils fonctionnent? Et ils dormaient, tous comme s'ils étaient tous morts. Et au fur et à mesure que la lumière du jour se levait, ils font exactement pareil que dans une forêt. Le bruit monte à fur et à mesure qu'ils se réveillent. Ce sont des oiseaux. Et c'est toujours très intéressant de les observer sur ce sujet-là. Par contre, moi, le fait d'avoir créé ce préau, au niveau économique, pour moi, c'était bénéfique. Parce que en ayant un bâtiment fermé, je manquais d'oxygène. Je ne revalorisais pas suffisamment l'aliment qu'ils ingéraient, parce que, comme un moteur qui n'a pas d'oxygène, il cale. Moi, sur la partie femelle, les résultats étaient très bons, et c'est sur la partie mâle que les résultats étaient pas très bons. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé le préau. J'avais deux solutions. C'est soit je mettais des turbines sur mon bâtiment d'avant, et je compensais l'air qui manquait, mais je restais sur le même modèle. Il fallait que je mette un groupe électrogène, parce que si jamais il y a une coupure, là, vous perdez tout le monde. Ou alors, on créait quelque chose de différent. Et la chose de différente, c'était le préau. Ça leur donnait un accès à l'air libre. Et là, donc plus d'ammoniac, plus d'air. Donc ils valorisaient plus l'aliment qu'ils consommaient. Donc mes résultats économiques, personnellement, se sont améliorés. Aujourd'hui, avec les dindes bronzées pour les Hollandais, c'est nous qui avons fait le prix. Quand on avait reçu l'appel d'offres, on a dit d'accord, on va vous répondre. Mais dans le prix de reprise des animaux, parce qu'ils nous demandaient dans leur cahier des charges, pas plus de 5 animaux au mètre carré. Donc déjà, quand vous avez une autorisation de squatter à 7,5, on va vous dire, quand vous allez en mettre 5 et que vous sachez que vous êtes payé au kilo sorti, avec le prix standard, ça ne va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis gentil, mais il y a des fois, il faut que je puisse assez à peu d'argent pour pouvoir vivre et me nourrir. Donc on leur a dit, ça va vous coûter de temps. Donc on a fait un calcul pour l'amortissement du préau, plus la densité qui est moindre, ça vous fera tant de la tonne. Et les Hollandais, depuis 2 ans, ont dit OK. Donc maintenant, on incite nos éleveurs pour peu qu'ils puissent le faire, parce que tout le monde ne peut pas faire des préaux, parce que ça dépend de la configuration de vos bâtiments. Si vous avez proche d'une route, c'est pas possible. S'il y a 2 bâtiments côte à côte, c'est pas possible non plus. Mais comme je dis à mes collègues, parce qu'on fait
On essaye d'ouvrir au maximum nos possibilités. Il n'y a pas un modèle sur la volaille, que ce soit du canard, du poulet, de la dinde, parce que dans notre groupement, on fait toutes les espèces. Il y a plusieurs modèles. C'est comme la France. La France, elle est diverse. On a du label. Il faut de tout, de toute façon. Pour répondre à tous les budgets de nos consommateurs, je suis d'accord avec ce que disait mon collègue. Nous, on est agriculteurs, on travaille tous les jours. On vous nourrit, c'est ce que je dis à mes clients quand je suis sur les marchés. Moi, mon métier, je fais tout le beau métier du monde. Je nourris les gens, que ce soit avec mes fruits ou avec mes volailles. Et quand je leur parle de mes volailles, mes clients, ils me disent, mais alors, on ne comprend pas, pourquoi vous ne faites pas ça pour nous? Je dis, vous n'avez pas les moyens. Vous ne voulez pas mettre quelques centimes du kilo, en fin de compte. Donc, c'est pour les Hollandais. Et quand ils viennent me voir sur mon exploitation, avec les enfants, ils vont aller voir les volailles. Parce que c'est comme un boval. Et ce qui me fait marrer par rapport... Je suis content de vous voir aujourd'hui parce que le message qu'il faut qu'on dise à nos concitoyens, c'est que il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas nourrir les gens avec trois cochons, 2 poulets, 4 dindes. C'est pas possible. Parce que quand je discute avec les gens, déjà, pour un éleveur de poules pondeuses, je leur demande juste, un éleveur de poules pondeuses, pour vous, c'est combien de poules? Déjà, 300, c'est beaucoup. Je dis, mais c'est une blague. Mais je dis, vous croyez qu'il arrivera à vivre, lui, son épouse et ses enfants, avec 300 poules? Ça ferait à peu près 280 œufs par jour? C'est pas possible. J'ai dit, il faut au minimum 2000, 3000 pour que ça soit rentable pour... On a perdu la notion, mais je pense qu'on a aussi une part de responsabilité, nous, agriculteurs. On a fermé nos exploitations dans les années 80-90, et la vie a continué. Sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette, et puis les gens vivent dans les villes, mais il faut qu'on redise aux gens, venez voir comment on fait. Moi, j'ai rien à cacher. Vous savez, comme je dis souvent à mes clients, vous avez un doute, venez voir. La chose la plus facile à faire dans mon métier, c'est de dire la vérité. Sauf que, on remarque, aujourd'hui, la seule variable qu'ont le consommateur, c'est l'alimentation. Tout le reste, c'est des abonnements, c'est des virements. Tout le reste, c'est des virements. La seule chose où ils peuvent encore baisser, c'est sur la consommation. Et c'est humain. Maintenant, retourner dans l'autre sens, on ne peut pas. Et on sait très bien que on ne va pas aller... donc, ne nous demandez pas... moi, je veux bien faire élever que 2 dindes dans mon bâtiment. Si j'ai la même rémunération que lorsque j'en ai 5000, pas de problème. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un optimiste né de toute façon. Il faut qu'on s'adapte. Vous inquiétez pas, on a une faculté d'adaptation, nous les agriculteurs, quel que soit en végétal ou en animal, vous serez agréablement surpris, on s'adapte de tout. Par contre, pour nos bâtiments de volaille, comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est du temps long. On ne peut pas nous demander de prendre un virage à 90 degrés quand vous avez 15 ans d'amortissement. Ça, c'est pas possible. On veut bien changer, on change. De toute façon, nous, si on ne fait pas des produits qui s'achètent, on ne vendra rien. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut aussi que le consommateur et les consommateurs comprennent qu'on est capable de vous suivre, on vous suivra, mais il faut qu'on prenne un peu de temps. Merci. Non, mais reste par là, Eric, parce qu'au cas où il y aura quelques questions. Mais enfin, moi, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage-là, parce qu'il était super riche. Et puis, quand je reprends les témoignages qu'on vient d'avoir, que ce soit Michael, Eric et Xavier, à chaque fois, vous avez parlé d'une notion, on est là pour nourrir les hommes. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important. Et moi, j'en reparle. Mais finalement, quand on regarde bien, nous, on fait ça. Mais après, quand nos différentes entités vont négocier, on parle que de prix, que de prix, que de prix. Et quand on a fini ce chapitre de prix, on parle promotion, promotion. Et on a oublié de reparler du produit. Et le produit, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est quand on parle de produit, on peut quand même parler de goût, de santé, de rendement à la cuisson, de qualité organoleptique, etc. Et ça, on oublie de le faire. Alors, on peut passer maintenant aux questions. Je ne sais pas s'il y en a. Ouais. Adèle, Groupe Cristal, Adèle Caillot. Petite question, donc, à partir de quel âge vos dindes sortent sous le préau? Et puis sortent-elles vraiment par tous les temps? Alors, sur le cahier des charges, c'est à partir de la 7e semaine. En réalité, ça dépend du temps. Comme je vous l'ai dit, je fais de l'eau. J'ai un lot que je mets en place en janvier-février et un lot que je mets en place en juillet-août. Donc c'est plus facile de les sortir en général juillet-août.
à 6 semaines et plutôt à 7 semaines en février. Alors ce que je fais, c'est que, comme vous l'avez vu sur le reportage, il y a le grillage. Pour pouvoir gagner du temps et les faire sortir plus rapidement, je mets un filet par vent que j'accroche et je mets des plaques sur le bas, des plaques bleutées de façon qui fasse coupe-vent. Parce que les dindes, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le vent, le froid. Par contre, ce qu'on a remarqué, parce que on avait une alternante qui avait fait son mémoire sur mon élevage, et elle avait les tests ergonomiques sur la viande, la tendreté, il n'y avait pas trop d'écart. Par contre, ce qui a été assez flagrant, c'est le plumage. Ils doublent leurs plumes. C'est comme nous, hein. Si on se fout à poil, on va faire des poils, et quand on s'habille, on en fait moins. Et eux, c'est pareil. Et ce que j'observe, le nombre varie suivant la température extérieure. Et ce que je peux vous raconter, c'est que qu'il fasse -2 dehors et qu'il fasse 1 degré dans le préau, il y en aura toujours qui dormiront dans le préau. Ils sont beaucoup moins nombreux que lorsqu'il fait 20 degrés dans le préau, mais il y en a toujours. Je n'ai jamais vu le préau vide. Par contre, comme moi je suis exposé plein ouest, le vent, ils n'aiment pas. Et quand la pluie rentre, ça les dérange pas, parce qu'ils sont curieux. Ils voient les gouttes tomber par le toit, donc ils ont un rideau ils sont tous en train de regarder les gouttes. Je me suis dit, bon d'accord, ils ne vont pas passer la journée à regarder les gouttes, parce qu'il faut qu'ils aillent manger. Parce que quand on a travaillé avec l'ONG Well Farm, moi, il fallait que le préau reste un préau. Je restais sur la notion d'enfance, voilà. Donc il était, j'allais dire, non négociable, peut-être le mot est un peu fort, je ne souhaitais pas ni apporter de boire, ni apporter de la nourriture. C'était soit des jouets, soit des plateformes pour les occuper, des ficelles, tout ce qui peut pour les occuper, mais surtout pas le gîte et le couvert, parce que dans la nature, ils ont ni le gîte et le couvert au même endroit. C'est pour ça qu'ils ont des ailes, c'est pour se déplacer, chercher l'eau, donc il fallait leur donner à peu près la même notion, c'est-à-dire le préau, c'est pour de prendre l'air, si on veut, et l'intérieur, parce que moi j'ai vu, je chauffe l'intérieur, et ils ont accès au préau. C'est pas antinomique. Hein. On va me dire, tu chauffes alors que tu laisses tout ouvert. Oui, mais ça fait des points chauds. L'objectif, c'est que de toute façon, moi, c'est qu'ils fassent le maximum de points. Il faut que je récupère le maximum d'argent de leur part. Il y a toujours la notion économique. Hein. Mais il y a l'âge entre 6-7 semaines. Et une fois qu'ils sont sortis, je les rentre uniquement pour faire les litières. Comme ça, comme on fait des litières 2 à 3 fois par semaine dans la partie élevage, et le préau, c'est une à 2 fois, une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Ça dépend de l'état de la litière. Christine Roguet de l'IFIP. J'ai 2 petites questions. La première, c'est le cahier des charges. Je voulais savoir si c'était Better Leven, par exemple, ou un autre. C'est ça. C'est ça. Et donc la deuxième, en quoi, en fait, finalement, l'installation de préau, ça a changé votre métier? Je pose la question puisque vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme. On a l'impression que vous redécouvrez que des dindes, c'est des animaux, des oiseaux. Et est-ce que finalement, à travers votre témoignage aussi, est-ce que vous vous dites, mais j'aurais pu le faire plus tôt, finalement, ou pas? Alors, je vais vous répondre. Ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas froisser mes collègues. Parce que un jour, en échangeant avec mes collègues, j'ai dit une phrase, et puis maintenant je regrette de l'avoir dit parce qu'elle était mal comprise. J'ai dit, avant je produisais des dindes, aujourd'hui j'élève des dindes. Puis il y a un gars qui me dit, bah, attends Eric, je suis à Louisiane, je suis comme toi, j'élève aussi mes dindes, je les aime. Et c'est là que j'ai vu que je voulais surtout pas faire d'écart. Parce qu'il n'y a pas de petits ou de bons éleveurs, on est tous des éleveurs. Donc, nous, ça nous a changé. Quand vous rentrez dans un bâtiment, il n'y a plus d'ammoniac, c'est le jour et la nuit. Vous rentrez dans un bâtiment qui était en lumière artificielle, et quand il n'y avait pas de lumière, c'était le noir total. Aujourd'hui, c'est lumière naturelle. Donc, tout a changé pour nous. Et la densité, quand vous passez de 7,5 pour faire les litières, maintenant ils sont là aujourd'hui à 3. Il n'y a plus rien de comparable. C'est pour ça que quand on fait les litières, on les rentre tous dans le bâtiment. On fait d'abord la litière dans le préau, avec tout est mécanisé. Hein.
toujours incroyable. Dès ils attendent qu'on ouvre la porte pour qu'ils repartent courir dans la paille. Et pendant ce temps-là, ils sont partis dans le préau. Nous, on profite de faire dans la partie élevage, la litière. Moi, c'est mon ressenti. C'est sûr que c'est facile à dire. Si j'avais su, je l'aurais fait. Je vous garantis que je n'ai pas dormi tout le temps. Hein. Au début, de peur je les rentrais quand ils étaient tout petits. Mais arrivé à un moment, ils ne voulaient pas rentrer. Au bout de 3-4 jours, ils en avaient ras-le-bol. Ce qu'ils voulaient, c'est rester. Donc la première nuit, j'en ai pas dormi, parce que je me suis dit, ils vont tous y aller, je vais tous les retrouver. Maintenant, premier jour que j'ouvre, je leur dis, la prochaine fois que je vous rentre, c'est pour l'abattoir. Hein. Terminé, c'est juste avant de partir, quoi. Mais c'est une belle expérience, personnellement, et de voir des jeunes qui font des préaux aujourd'hui, ça, c'est, entre guillemets, j'en ai rêvé, et on l'a fait. Et on l'a fait grâce à la coopérative qui croyait aussi sur ce modèle, hein, parce que la création des créaux se fait aussi par le biais de la coopérative Eurodel, qui aide aussi aux investissements, par l'ONG Welfare. C'est peut-être un tout, c'est pas moi, si on a fait des belles rencontres, on a travaillé ensemble, on a essayé de trouver ce qui était le plus acceptable pour les éleveurs, pour les animaux et pour les consommateurs. Maintenant, il n'y a que le prix qui ne va pas avec les Français, mais bon, on va trouver un moyen. Et voilà. Oui, donc Yannick Ramonet de la Chambre d'agriculture. En termes de surcoût, combien que ça représente en pourcentage, par exemple? Ça, c'était ma première question. Vous avez parlé de surcoût, mais quel ordre de grandeur? Et la deuxième question, c'est par rapport à la biosécurité. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ces aspects-là? Parce que y a quand même un contact avec l'extérieur. Le surcoût, moi j'ai eu de la chance, c'est que je l'ai fait en 2017, et c'était bien avant ce qui s'est passé avec l'Ukraine et tout l'inflation qu'il y a eu sur les matériaux. C'est à peu près, il faut compter entre 30% de surface à bâtiment. Là aujourd'hui, on est sur des préaux, il y en a pour pas loin de 200 000 euros. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut que ce soit plus cher pour pouvoir amortir. Pour la biosécurité, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Moi, je suis plein dedans. Je suis au bord de la Ria d'Etel. Je suis entre la Ria d'Etel et le golfe du Morbihan. J'ai la mer à 2 km de chez moi, donc autant vous dire que je suis sur une zone de passage migratoire. Et vu ce qui se passe en ce moment avec les goélands argentés qui tombent comme des mouches, il y a la crainte, évidemment. Mais c'est aussi une alternative. Parce qu'ils n'ont pas d'accès, parce qu'on va me dire, ouais, mais ils n'ont pas de parcours. Ben non, mais avec l'histomonose, l'élevage de dinde, c'est pas possible, avec les parcours. Autrement, on aurait fait un parcours, j'aurais pu même faire préau plus parcours, mais non, on ne peut pas. Et avec avec l'affluence de la rivière, avec la biosécurité, c'est une alternative. Pour l'instant, je n'ai pas eu de cas, Dieu merci. Alors, ce qui me surprend aussi, c'est que je n'ai pas vu d'oiseaux s'approcher du préau. J'ai vu des merles, des pigeons, mais ils restent toujours à 3-4 mètres du préau. Alors, il y a certainement un effet de masse, hein, parce que quand vous voyez 2500 mâles qui sont en train de faire la roue, ils nous chanter, pour moi, ça, ils ne me font pas peur, je suis plus grand qu'eux, mais pour les autres, pour les autres animaux, ça doit faire quand même quelque chose. Hein.